Bonjour à tous, bienvenue à cette sixième collégiale de la FEN. Nous avons la chance d'avoir une personnalité importante, qui est importante à la fois intrinsèquement, qui est importante pour la FEN parce qu'il nous suit depuis longtemps, Christophe Battier. La thématique est une thématique forte. Un des grands changements pour la fonction de formation en entreprise, c'est le fait de sortir d'un cadre qui soit établi, posé, où les savoirs étaient connus et stables, pour entrer dans des savoirs qui se composaient en même temps qu'on les diffusait. C'est-à-dire qu'en fait, le responsable de formation doit être en veille permanente pour être capable de se dire qu'est-ce qui bouge, quels sont les signaux faibles et comment après je traduis ça pour en faire une stratégie pour l'entreprise. Donc ce travail de veille est une innovation. Il y en a eu deux ou trois innovations majeures sur le 21e siècle. C'est une des grosses innovations du 21e siècle. Les responsables de formation doivent faire de la veille. Alors une fois qu'on a posé ça, pour lutter contre l'infobésité, la somme d'informations énormes qu'on voit à peu près partout, comment est-ce qu'on s'y retrouve, comment est-ce qu'on hiérarchise et comment est-ce qu'un responsable, donc quelqu'un qui est en responsabilité, c'est-à-dire qui est identifié comme une autorité au sein de l'entreprise, est capable de permettre aux gens de suivre ce que lui a identifié. Donc être capable d'être un influenceur interne à l'entreprise. Ces comportements sont importants, nouveaux, il faut les acquérir. Et pour ça, on a choisi Christophe Battier, qui va nous parler de ce sujet. Christophe est un professeur de l'université de Lyon 1, qui est aussi président de Caroline, ou Caroline. Caroline. Caroline, donc on est tip top. On n'avait pas suffisamment répété, donc ça c'est voilà. Et donc Christophe, d'abord, est-ce que tu peux te présenter peut-être plus précisément, c'est une ou deux informations, et puis après nous dire en quoi est-ce que la veille pour un responsable de formation en entreprise peut avoir un sens particulier aujourd'hui. Oui, alors donc Christophe Battet, je travaille à l'Université de Lyon au sein d'un service qui s'appelle ICAP, qui est chargé d'innovation pour les enseignants. On est une trentaine de personnes, on aide les enseignants de notre université à utiliser tout ce qui est nouvelles technologies, nouvelles pédagogies pour l'enseignement. Alors, nouvelle pédagogie, par exemple, la simulation, les classes inversées, les MOOC, des choses comme ça. Nouvelles technologies, l'immersion, les robots, voilà, donc, toutes ces choses-là. Et donc, on a trois grandes activités au sein du service. Une activité, tu en as parlé rapidement, autour des LMS. On crée nous-mêmes depuis 2002 notre propre LMS à l'université qu'on utilise. C'est en open source, donc si vous utilisez, vous pouvez utiliser. Et depuis 2012, on a rejoint un consortium qui s'appelle Caroline, qui regroupe aussi bien des universités en France qu'à l'étranger, des entreprises, des associations, des institutions qui font du learning dans le monde entier, comme Handicap International, Médecins du Monde. Enfin bref, il y a pas mal de gens, il y a pas mal de, c'est moins courant que Moodle, mais c'est une alternative francophone open source. Donc, si vous voulez l'utiliser, vous allez sur caroline.net pour le télécharger. Plus d'infos, vous me passez un petit mail. On crée des contenus, deuxième activité du service, on crée des contenus pédagogiques pour les enseignants, de la 3D, de la vidéo, etc., etc. Et dernière activité, on accompagne les enseignants dans leurs projets pédagogiques avec des conseillers pédagogiques, avec des évaluations de ce qui va pas dans leur enseignement, voilà. Donc en gros, mon activité. Et donc tu m'avais demandé de répondre à des questions autour de la veille en formation. Donc j'ai repris cette trame de questions parce que je trouvais que c'était pas mal tes questions et puis ça faisait une bonne trame pour la discussion autour de la veille en Alors formation. peut-être à titre d'information, ceux qui ont pu poser des questions avant nous ont permis de construire une trame en fonction de leurs demandes. Les autres, vous avez un chat sur le côté, donc n'hésitez pas à dire si d'abord vous êtes bien connecté, si vous entendez, si tout va bien, si vous êtes heureux d'être avec nous, et puis posez toutes vos questions. On les relira de façon à ce qu'on puisse se répondre pleinement à toutes vos attentes. Merci. Et pour ceux qui veulent encore suivre mieux que, je sais pas, sur les écrans, si on voit bien les partages d'écran. Ah ouais, il faut que je partage mon écran pour mon support de présentation. Il est accessible en ligne sur SlideShare. Et j'ai tweeté, pour ceux qui suivent un peu sur Twitter, l'adresse, vous pouvez reprendre les slides. Donc j'ai repris cette trame de questions. La première question étant, alors si je clique là, ça marche, je reclique là, ça marche. Alors attends, je me suis mis en mode présentation. Ouais, comprendre l'intérêt de la veille en formation dans un monde en perpétuel mouvement, c'est quoi le mouvement? Le progrès apporte le mouvement, il paraît.
Bon, je sortais une petite caricature que les gamins ne bougent plus assez, donc ils ont perdu 20% de leur capacité cardiovasculaire parce qu'ils restent plantés devant leur ordinateur au lieu de bouger dans ce fameux monde en mouvement. Mais bref, il y a quand même des choses qui bougent énormément. Notamment, on est passé de la carte perforée à la disquette au CD-ROM, à la clé USB. Aujourd'hui, on est dans les nuages. L'informatique a énormément évolué en 30-40 ans. Et aujourd'hui, c'est incroyable tout ce qui se passe sur Internet. Donc, on a quelques stats que je vous ai donnés. À chaque fois, alors ça c'est déjà le début de la veille, à chaque fois j'ai mis des liens sur les slides, donc vous pouvez utiliser ces liens-là parce que c'est des choses un peu de référence qui peuvent aussi vous aider à argumenter quand vous mettez en place un dispositif numérique. Par exemple, ces slides-là, c'est le nombre d'utilisateurs du numérique dans le monde. Et si vous allez sur le lien que je vous donne, vous avez ça par pays, vous avez ça par continent, avec beaucoup plus de détails sur les usages, sur le marketing, etc. etc. Donc il y a plus de dans ces 500 slides, c'est des données énormes là-dessus. Donc on en est où dans ce monde-là? Ce qui est important à retenir, si je reviens à la slide précédente, c'est qu'on est vraiment, tu parlais d'infobésité tout à l'heure en introduction, c'est encore pire que ça. On est dans une explosion des données. On est vraiment dans une explosion des données. À titre d'information, rien que pour notre université, on a 2500 profs. L'année dernière, j'ai regardé, les profs mettaient à disposition 10 gigas de données, de cours, de PDF, d'exercices, de vidéos, patati par semaine. Cette année, on est à 30 gigas par semaine. Nos profs mettent 30 gigas de données pédagogiques juste sur la plateforme pédagogique. Donc, on est vraiment dans cette accélération-là. Et ce qu'on fait, nous, à l'université, c'est une goutte d'eau par rapport à tout ce qui existe sur Internet. En une minute sur Internet, il y a presque 3 millions de vidéos qui sont regardées sur YouTube. En parlant de YouTube, il se dépose 5 jours de vidéos par minute. Il se dépose 5 jours de vidéos par minute. Donc aujourd'hui, c'est plus humain d'essayer de suivre ce qui se passe sur Internet. On ne peut plus y arriver tout seul, on ne peut plus y arriver juste avec notre petit cerveau. C'est impossible, hein. Donc il faut vraiment s'instrumenter, s'outiller pour arriver à suivre tout ce qui se passe au niveau du contenu, au niveau de la création, etc. etc. Donc voilà, c'est un peu l'idée de cette présentation-là. Et donc on a des sources aussi sur les usages. Ça c'est Ipsos qui avait publié ça il n'y a pas très longtemps sur les usages des jeunes en par tranche d'âge, en laissant tomber la télé et en se mettant sur des choses de plus ou moins connectées en ligne. Donc on a les médias classiques que nous on connaissait jusqu'à présent, les canaux de diffusion que nous on connaissait jusqu'à présent, qui sont de plus en plus délaissés par les jeunes, et ce sont sur les usages des canaux de diffusion qui sont autour du numérique. Alors, on a plein de sources d'informations, plein d'enquêtes. Je vous en ai donné une, puisque je suis lyonnais, donc je vous ai donné une qui est bien faite, qui était faite par la région Rhône-Alpes, sur les usages sur la région. Mais je pense que c'est assez caractéristique, c'est super détaillé, je vous ai donné le lien. C'est important de connaître les usages du numérique en fonction de sa population, à qui on s'adresse, pour pouvoir justement bien qualifier les dispositifs qu'on met en place, les MOOC ou autre chose. Et ce qui est important aussi, alors c'est plus dans le cadre de la formation continue, de la formation initiale que de la formation continue, quoique. Un chiffre aussi qui montre cette évolution du monde dans lequel on est. 65% des gamins qui sont à l'école aujourd'hui feront un métier dans leur vie qui n'existe pas. Plus de la moitié des élèves qui sont dans une école aujourd'hui feront dans leur vie un métier qui n'existe pas encore. Il y a d'autres chiffres aussi sur l'accélération des métiers où ça va de plus en plus vite. On passe de plus en plus vite. Alors, ce que peut vous apporter une veille dans votre pratique professionnelle, pour rebondir à ce que je viens de dire sur les métiers qui vont de plus en plus vite, le monsieur il dit là, je viens de finir ma formation longue pour un métier qui n'existe déjà plus. La formation était trop longue pour le métier, tout va très vite. Ça c'est le premier point, on est sur cette accélération-là. La deuxième accélération, c'est que c'est impossible, je vous ai dit déjà cognitivement de suivre ce qui se passe et de rester tout seul dans son coin. Faire l'autruche, c'est pas la bonne stratégie. Normalement, c'est une photo d'autruche. Faire l'autruche, d'ailleurs mettre la tête dans le sable, c'est pas la bonne stratégie. Pas regarder ce qui se passe à côté, c'est pas la bonne stratégie. Essayer de tout gérer, le flux d'informations, c'est aussi très compliqué. Gérer le flux d'informations, cognitivement, on n'y arrive pas. Et on a un autre souci qui est moins évident. Si vous avez commencé à utiliser des outils, des types Google, des moteurs de recherche, des choses un peu basiques, ces outils-là vous enferment dans des bulles. Ça s'appelle la bulle algorithmique. J'ai oublié de donner la référence d'une conférence où on parle de ça.
Amusez-vous à taper un mot sur votre ordinateur, sur votre Google à vous, sur votre Google mobile et sur le Google de votre femme, de votre fille, de votre fils, et verrez, avec le même mot, vous n'aurez pas la même liste de résultats. Parce que Google vous donne les données que vous attendez par rapport à l'historique, par rapport à ce que vous voyez, par rapport aux favoris, par rapport à ce que vous avez tweeté, etc., etc. Et au final, ça vous enferme dans une bulle et c'est pas évident d'aller voir ailleurs. Et donc, il faut aussi avoir ça en conscience de ça pour aller chercher un petit peu en dehors de là où on veut nous enfermer. Les outils nous enferment un peu dans ces bulles algorithmiques. Je fais assez vite, mais c'est un peu ça. Et l'idée aussi, c'est pas évident justement de sortir des outils classiques pour savoir construire et mettre en place cette veille. Alors, il n'y a pas de recette miracle. Oui. Est-ce que forcément la veille est numérique? Non, non, ça c'est important. Je reviendrai vers la fin. Il y a, D'accord, très bien. il y a aussi moi ce que j'appelle des lieux où on voit ce que sera demain. Il y a des lieux où on voit ce que sera demain. Ça veut dire quoi? Il y a des événements, il y a des salons, il y a des. Alors, en tant que chercheur, c'est facile. Nous, on a accès à des conférences ou des choses comme ça, mais il y a des choses plus ou moins grand public, ouvertes un peu plus à ça, où on peut voir ça. Prochainement, par exemple, tout ce qui tourne autour de la robotique. Vous allez avoir un grand événement à Paris qui s'appelle InnoRobot. Et on va voir tous les robots qui sont dans le monde, tous les modèles, les choses comme ça. Et on pourra aller voir les robots qui vont arriver dans le grand public d'ici 5 à 10 ans, ils seront déjà accessibles. Donc il y a des salons, il y a des moments où on peut avoir accès à ça. Donc j'ai fait un petit listing, il me semble, un peu plus tard. Alors, attends, je reviens à mon partage d'écran. Et là, j'ai mis une belle photo de forgeron. C'est en faisant de la veille qu'on apprend à faire de la veille. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est ça l'analogie. Il faut apprendre, découvrir les outils, les fonctionnements, et c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure, et c'est un processus continu. D'autant plus qu'en sortant des outils classiques, il y a des outils maintenant, on a vu sur Internet, il y a des choses, moi j'appelle ça les médias sociaux. Les médias sociaux, c'est en dehors des réseaux, c'est ce qui met en contact un contenu pédagogique avec un auteur et une communauté, ou avec des usages, un auteur. Par exemple, je vous montrais des exemples sur, ça c'est quoi? C'est sur SlideShare, c'est le YouTube du PowerPoint, on va appeler ça comme ça, où j'ai un contact, un super auteur qui s'appelle François Jourde, que je vous invite à aller découvrir, on en reparlera tout à l'heure. C'est d'ailleurs par SlideShare que j'ai découvert cette personne-là. Donc j'ai l'auteur ici, j'ai son contenu, et ce qui est surtout important pour casser la bulle, sortir de la bulle dont on parlait précédemment, c'est la communauté. C'est-à-dire que si vous regardez un petit peu, je vais vous détailler rapidement ça, dans tous ces mécanismes médias sociaux, on a la personne, le contenu et la communauté que lui, il écoute, donc qui suit lui, et la communauté qui le suit lui, qui va écouter ce que François dit. Et ça, c'est super intéressant parce que si François écoute certaines personnes, c'est que ces personnes sont intéressantes par rapport à sa problématique. Et donc là, il y a un fil conducteur à suivre, aller voir les gens et pas rentrer forcément par l'algorithmie des moteurs de recherche, mais par les liens sociaux des gens par rapport à un contenu. Et donc ça, c'est un travail qui demande un peu de temps, c'est sur ces médias-là, c'est ces outils-là, identifier les bonnes personnes qu'il faut écouter. Et intrinsèquement, dans tous ces outils, vous avez des outils de suivi, d'abonnement, de suivi de flux, etc., qui vous sont proposés. Il faut savoir aussi agréger. La même chose sur Twitter, où j'invite par exemple Nicolas Roland, qui est un chercheur en sciences d'éducation à l'ULB, Université libre de Bruxelles, qui travaille par exemple sur l'impact des podcasts. Est-ce que les étudiants suivent plus les cours en présentiel si les cours sont filmés? Là, il a fait une recherche là-dessus et la réponse est plutôt oui. Plus les cours sont filmés, plus les étudiants viennent en cours. Pareil, paradoxal, mais donc, si vous cherchez sur son Twitter, sur son blog, etc., vous allez trouver la réponse au pourquoi de ces études. Donc là, c'est pareil, on peut contacter l'auteur. Son contenu, c'est les tweets qu'il dit, ce qu'il pense, ce qu'il publie. Et sa communauté, c'est les gens qui l'écoutent, les followers, et ce que lui, il écoute. Pareil sur YouTube, vous avez, c'est un média social, vous avez du contenu, vous pouvez identifier l'auteur, le rentrer en contact avec lui, identifier sa communauté et identifier son contenu là sous forme, là c'est une chaîne d'anatomie 3D qu'on a mis en ligne, tous les contenus sont libres et gratuits en anatomie 3D et on a éditorialisé sous YouTube sous forme de playlist. Et donc là il y a une vraie stratégie à mettre en place, un peu comme le pêcheur, hein. Pour attraper des petits poissons, il faut des petits filets. Pour attraper du gros poisson, on prend des gros filets. Et il faut savoir où est le poisson
et il faut savoir où on va mettre les filets, quand aller les chercher, etc., etc. Donc il y a tout un travail à faire, et ça c'est propre à chacun. C'est pas moi, je peux vous donner des recettes, des choses comme ça, mais c'est propre par rapport à votre culture, c'est propre par rapport à vos besoins en formation, par rapport à votre institution. Même s'il y a des grandes lignes que je vais vous donner, après c'est à vous d'affiner. Et c'est pas un travail fini, c'est-à-dire c'est toujours quelque chose qu'il faut euh, remettre en œuvre, affiner. C'est quasiment un travail quotidien. Alors c'est pas 10 heures par jour, peut-être certains professionnels en sont là, mais c'est quelques minutes, c'est quelques quarts d'heure par jour. Tellement on a d'informations. Après, ça dépend dans quel domaine vous travaillez, mais moi je suis un peu dans pas mal de domaines, donc je suis obligé de passer pas mal de temps là-dessus. Autre chose qui est assez importante, il faut utiliser les bons outils pour avancer. Là, la petite dame essaye de faire une copie d'écran avec sa photocopieuse. Il y a des outils qui sont quand même un peu plus optimisés que les uns par rapport aux autres. C'est pour ça que tu m'avais demandé de faire une petite liste des sites pour faire de la veille. Et ben, en fait, je ne l'ai pas faite parce que j'en ai trouvé une qui est géniale. C'est bien le collaboratif. Et ben voilà, c'est la preuve que c'est pas mal. Il y en a une qui est vraiment bien, qui a été tweetée il n'y a pas très très longtemps par quelqu'un qui est dans une canopée, un canopé, je pense. Je ne me rappelle plus exactement. Mais c'est super bien fait sur les outils, sur les présentations, sur les stratégies, ce qu'on veut suivre en fonction si c'est des outils de collecte, des outils de stockage, des outils de traitement, des outils de rediffusion. Parce que dans la veille aussi, tu as parlé dans les entreprises, il y a une nécessité de rediffuser l'information, la veille, à plusieurs titres. Hein, ça peut être une rediffusion pour sensibiliser une gouvernance, une rediffusion pour sensibiliser des collègues, etc. Donc il peut y avoir des canaux privés sur les entreprises, des canaux de rediffusion de l'information sur certains services dans les entreprises, sur certains secteurs, et une rediffusion qui peut être publique ou pas, c'est à vous de voir. On en reparlera à la fin, ça. Est-ce que je la fais tout seul dans mon coin ou je travaille en collaboratif avec d'autres personnes, alors qui sont soit dans l'université, soit dans l'entreprise, dans l'institution, on va dire, soit en dehors de l'institution. Pour ma part, aujourd'hui, c'est difficile. Hein, si on revient sur l'image de monsieur qui est la tête dans le sable, hein, qui fait l'autruche, rester tout seul dans son coin, c'est plus une bonne stratégie. D'ailleurs, si vous êtes à la FEN, en quelque part, c'est un peu ça quand même. C'est qu'on va vous donner des idées et qu'on est là aussi pour partager. Alors, on n'est pas dans un monde où on va tout partager dans le monde de l'entreprise, mais il y a certaines choses qu'on peut partager. Et donc, pour en revenir à ce site-là, si c'est une mind map, si vous déroulez le mind map, vous allez avoir plein d'informations, plein de sites, plein de choses comme ça qui sont intéressantes. Et sur la stratégie, c'est super complet, j'ai pas trouvé mieux. Et j'aurais pas fait mieux. Donc, je pense pour l'instant est le mieux, c'est cette mind map. Et donc, je m'excuse, j'ai oublié le nom de l'auteur, ça c'est pas bien. Mais vous avez le lien, la référence sur les slides, et normalement en déroulant, on peut rattraper derrière. Autre chose qui est importante sur les outils, c'est des machins comme ça. Hein. Moi, ça m'aide beaucoup. Je ne sais pas comment tout le monde travaille, mais je suis rarement à mon bureau, en réunion, en train, en TGV, en avion, en temps de bazar. Et dans ces déplacements, dans ces mobilités-là, dans les réunions chiantes, parce qu'on en a quelques-unes, ça nous laisse du temps de CPU un peu disponible. Même si on n'est pas à 100%, on a des outils qui permettent de récupérer de l'information là-dessus. Je vois un tweet intéressant, je vois une vidéo, elle est peut-être pas mal. Je peux le mettre dans les favoris, dans des signés. Il y a tout un tas de petits trucs que je vais vous donner après, que moi j'utilise. Hein. Mais après, bon, il y en a des dizaines ou centaines d'autres. C'est à vous de faire votre popote. Et donc, on peut faire une veille. Comment dire, c'est à des moments, on récupère des choses, on les met de côté, et puis on ira les valider plus tard. Comme je vous disais tout à l'heure, on est dans un flux d'informations. Si on laisse passer, c'est très difficile de reprendre le flux, de retrouver des trucs. Essayez, enfin, je sais pas combien de gens vous avez sur Twitter. Moi, j'ai des bavards sur Twitter qui mettent plein de choses. Et donc, dès que je vois quelque chose, je le mets en favori, je le mets de côté, soit en favori sur Twitter, soit dans d'autres outils que je vais vous montrer, ce qui me permet de catégoriser des trucs et d'aller gratter, de valider un peu plus tard. Et ça, c'est un peu comme si je fais une analogie, quand je regarde l'heure avec les aiguilles et je regarde l'heure avec les chiffres. Je vois les choses passer, je les mets de côté. Ça, c'est les aiguilles. Et ensuite, quand je vais lire ce qu'il y a derrière, ça, c'est les chiffres.
je valide, je catégorise, je qualifie, je tag et je mets de côté. Donc on peut, c'est un exercice qui n'est pas évident à faire, mais qui devient nécessaire à faire. C'est gérer un flux d'informations et sa veille, elle est pas, faut pas qu'elle soit statique, faut qu'elle soit dynamique et dynamique dans la journée. Vous allez peut-être prendre pour un fou furieux, mais quand on voit passer des choses, arriver à le capter au vol, le mettre de côté et le voir ensemble. Et des outils comme ça aide énormément. Depuis que j'ai ça, je fais plus du tout la veille de la même façon. Enfin, je pense qu'on a un peu tout cela. Et donc, on a tout un tas d'outils pour faire d'agrégation ou de la curation, c'est-à-dire tout ce qu'on a trouvé, paf, on le met dans un coin. Alors, soit tout seul, soit plusieurs. Comme outil, il y a le Padlet qui est bien utilisé par pas mal d'enseignants dans les lycées et les collèges pour faire leur classe inversée, où ils mettent pas mal de contenus ensemble, comme ça, partagent des contenus, notamment des vidéos pour faire les vidéos de la classe inversée, des petites capsules de cours avant de faire la classe inversée de contenu pédagogique. Donc, si vous en avez mis quelques-uns, mais il y en a Marie34, par exemple, sur Twitter, qui fait énormément de choses en français. Enfin, on voit des choses, des silos d'agrégats par niveau, etc., qui se mettent en place. Un autre outil aussi qui est sympa. Je parle beaucoup de Twitter. Je vous invite, pour ceux, Stéphane, tu m'avais dit qu'il y avait beaucoup d'adhérents de la FEN qui n'étaient pas très twittos, qui n'étaient pas très Twitter en disant c'est pas un outil sérieux, c'est pas. Aujourd'hui, dans le monde de la formation, il y a énormément de choses qui passent sur Twitter. Et donc, ne pas utiliser cet outil-là, au moins pour faire la veille, pas forcément pour émettre, donner son avis, faire l'intéressant, mais ne pas l'utiliser pour faire de la veille, c'est un peu se tirer des balles dans le pied. Et donc ça devient, c'est à mon avis assez incontournable. Donc là, mais c'est compliqué de démarrer sur Twitter. Moi, j'ai mis 2 ans à comprendre comment ça marchait entre 2007 et 2009. Depuis, je me suis un peu rattrapé. Mais c'est un outil un peu compliqué et il y a un super outil qui a été fait par Stéphanie Devancé. J'ai mis l'interview ici sur la vidéo. Je sais pas si on voit, mais en haut à droite de la slide, j'ai fait une interview de Stéphanie à Ludovia. Voilà, on parlait tout à l'heure des endroits où il se passe des choses qui ne sont pas dans le numérique, mais où le monde du numérique se retrouve. Ludovia, c'est un moment, c'est la dernière semaine d'août à Aix-les-Thermes. C'est un moment dédié normalement au ludo-éducatif. C'était une conférence au départ, c'était un peu ça, mais c'est surtout un endroit où tous les gens un peu férus de numérique dans l'enseignement de la maternelle à l'université se retrouvent fin août dans des conditions assez sympas d'université d'été, avec les thermes, avec la montagne, avec le footing le matin, le cheval, il y en a qui vont faire du cheval, la petite rivière, les thermes, on discute le soir dans les bulles. Bon. Et il y a pas mal de fous furieux et il y a beaucoup de têtes de pont de réseau. Les premiers profs de musique qui font des réseaux sur Twitter, des gens de tweeter, des gens, etc., etc. Et on voit les têtes de réseau qui sont là et qui commencent à ramener tout leur réseau derrière de profs. Il y a beaucoup d'échanges qui se font. On s'est vu toute l'année, on a discuté par Twitter, mais on a besoin d'échanger. Et il n'y a pas beaucoup d'endroits qui existent dans le milieu éducatif où des gens qui viennent de différents réseaux se retrouvent. Là, c'en est un. C'est donc pour les profs ou c'est aussi ouvert aux personnes de l'entreprise? Est-ce que c'est intéressant pour quelqu'un de l'entreprise d'y aller? Oui, parce que déjà, ils voient toutes les initiatives qui se passent dans les lycées, dans les collèges, à l'université. Ça donne des idées. Ça recharge les batteries. Et on voit des trucs qu'on voit nulle part ailleurs. Je me rappelle la première fois, je parlais de François Jour tout à l'heure, qui est un prof de philosophie, a montré comment il enrichissait ses cours en réalité augmentée, ses cours de philosophie en réalité augmentée. Et ben les gens, c'est vécu avec des retours d'expérience, des choses comme ça. On peut discuter avec lui, on peut expérimenter, on peut en discuter. C'est pas tous les jours qu'on voit des choses comme ça, hein. Donc c'est assez intéressant, ça donne des idées qu'on va pas forcément utiliser tout de suite dans son entreprise, qu'on va mettre en œuvre tout de suite, mais ça met en perspective, et ça donne des contacts. Et puis il y a énormément c'est un peu un atelier de fou furieux, quoique là, cette année, on va passer à 800 personnes. Hein, c'est quand même plus le petit. Au début, on était 200, 300. Maintenant, ça a changé un peu de taille. Mais il y a toujours cette ambiance, cet esprit des innovants, des gens qui sont vraiment avant-gardistes, qui ont besoin de ce moment-là aussi pour se retrouver entre eux et d'échanger. Et donc, Stéphanie fait partie de ces gens-là. Et elle avait suivi un MOOC que j'avais fait,
qui s'appelle eLearn au carré pour apprendre à faire des MOOC. On a ouvert en 2013 un des premiers MOOC d'université en France, qui existe toujours, eLearn au carré. Et donc, je demandais à les étudiants, donc qui sont des enseignants, d'entreprise ou en formation continue ou dans l'éducation nationale, on ne travaille pas dans le vide, il faut me faire un projet en même temps qu'on suit le MOOC. Et donc son projet à elle, c'est faire un MOOC pour apprendre aux gens à utiliser Twitter. Et c'est un MOOC avec des petites capsules de 10-20 minutes, même peut-être parfois plus court, sur une fonction, sur une actualité, avec des tuteurs qui sont là pour vous aider. Et donc c'est un MOOC très original, et je trouve que pour prendre la main, pour démarrer sur Twitter, ceux qui ne sont pas encore dans le bain, hop, TweetMOOC. Donc là j'ai fait Ludovia et TweetMOOC pour vous lancer dans le bain. Et donc, je vous ai mis quelques comptes Twitter que moi je suis, qui m'inspirent, qui me donnent beaucoup d'informations. On a aussi besoin, donc il y a des informations, mais on a besoin de gourous qui vous donnent des idées, des fils conducteurs. Donc, et puis qu'ils ne soient pas tous forcément dans notre réseau, dans nos problèmes, dans nos problématiques. Par exemple, Jacques Coul, il fait beaucoup de formations continues d'enseignants à Montréal, mais ça c'est intéressant, Jacques, parce que justement il a l'interface de deux mondes, entre le monde nord-américain et le monde francophone, et donc il va chercher des choses de ce qui se passe, il fait sa propre veille, il la diffuse en français, donc c'est un lien pour aller voir, pour ceux qui ne sont pas trop anglophones et qui ne connaissent pas ce qui se passe en Amérique du Nord, c'est une fenêtre sur la pédagogie, la formation continue en Amérique du Nord. Bruno Deliev, j'adore, c'est un chercheur en sciences de l'éducation, allez voir ses présentations sur SlideShare, c'est des œuvres d'art. Bruno, c'est une œuvre d'art. François Jourde, j'en ai déjà beaucoup parlé, qui travaille sur, donc le prof de philosophie, qui travaille sur énormément avec les technologies. Guy Pastre, lui, qui travaille dans comment ça s'appelle, les lieux où on met Internet à disposition. Oh putain, j'ai oublié le nom. Lieu public, accès public Internet. Je sais plus, enfin accès numérique au public, enfin des choses comme ça, donc qui est pas mal aussi là-dessus. Michel Briand, qui fait beaucoup de choses, qui était à la mairie de Brest il y a quelques temps et qui travaille sur les communs et le numérique, les partages, tout ce qui est commun autour du numérique. Marcel Lebrun, c'est mon compère de causerie, si vous allez voir sur ma chaîne YouTube, vous comprendrez pourquoi. Philippe Mérieux, qui fait beaucoup de choses autour de la pédagogie. David Enkoff aussi, qui a publié un bouquin sur le tsunami numérique. Voilà. Je ne vais pas vous donner tous mes gourous, mais il y en a quelques-uns. Déjà, si vous commencez à suivre cela, vous allez voir, ça va vous enrichir pas mal, et avec pas mal de choses assez différentes. Et ça, c'est intéressant à faire. Tout à l'heure, je parlais de filet. C'est à vous de construire les gens que vous allez écouter sur Twitter. Si vous écoutez tout et n'importe quoi, ben dans votre fil d'information, vous aurez tout et n'importe quoi. Il faut qualifier les gens qu'on va écouter. Donc, c'est quelqu'un que j'ai vu une conférence, c'est Pierre Battier qui m'a dit des trucs dans une vidéo. C'est Stéphane qui publie des choses assez régulièrement, etc., etc. Donc, il y a une partie des gens que vous allez qualifier parce que vous les connaissez, vous avez déjà entendu dire ça, il y a quelque chose à suivre. Et vous avez une partie des gens que vous allez suivre par recommandation ou, par exemple, là, je vous ai donné une liste de comptes Twitter dans le domaine de l'éducation. J'en ai donné 5, 8 précédemment. Mais il y a des milliers de gens qui sont autour de Twitter. Donc, vous avez toute une liste sur ce site web. Alors, je ne sais pas, j'ai partagé mon écran si vous avez la voir. Il faut que je repartage mon écran. Bougez pas, bougez pas, bougez pas, bougez pas. Alors, hop, je vais là. 2 secondes de manip. Et il faut que je prenne. C'est ça que je prends? Et voilà, ça doit être ça. Et si je clique là, voilà, ça marche. Et donc là, on retrouve quelques-uns que je vous ai déjà donnés dans cette liste-là, mais c'est sur des pédagogues classés par pays, par thème, et choses comme ça. Donc, allez piocher. Peut-être pas prendre tout le monde pour démarrer, mais allez piocher là-dedans des comptes à suivre, des choses à faire. Il y a dans l'éducation, dans le primaire, en fonction de vos besoins, en fonction de vos envies, ça va vous donner des pistes déjà pour démarrer, pour suivre un petit peu tout ce qu'il y a à faire sur Twitter. Pour démarrer, là, vous avez vraiment des bons fils conducteurs. Si je reviens aux outils, il y a tout un tas de moteurs de recherche qui existent. Là aussi, je ne vais pas vous faire la typologie parce que ça serait trop long, il y a trop de choses, c'est à vous d'aller un peu chercher, mais
Je vous ai trouvé un PowerPoint qui détaille les outils en fonction des caractéristiques. Alors là, c'est sur la page des moteurs de recherche. Vous allez voir, vous avez énormément d'informations là aussi sur tous les autres outils en fonction de dans quelle catégorie, dans quel domaine, etc., etc. Donc ça, c'est un SlideShare. C'est un PDF qui est sur SlideShare. Et pour ceux qui veulent pas prendre le SlideShare avec ses 50 outils, 50 pages, un petit résumé de quelques outils de base pour faire de la veille. Moi, je vais vous en détailler mes usages à moi sur certains d'entre eux. Par exemple, et pour finir sur la veille sur la veille. La veille sur la veille, vous avez un super blog qui s'appelle Outils de veille, qui est vraiment bien fait, qui donne énormément d'informations. Alors, moi, quand je fais ma veille à moi, je la mets à des endroits, parce qu'il y a beaucoup de choses, donc j'essaye de catégoriser dans certains endroits, dans des blogs, dans des cours, dans des Storyfy. Je vais vous détailler 2-3 que j'ai mis en place. Par exemple, il y a beaucoup de choses autour de la classe inversée, et donc j'ai mis tout ce que je trouve dans la classe inversée dans un cours de classe inversée sur la classe inversée. J'espère que vous arrivez à suivre. Et donc tout ce que je trouve autour de la classe inversée là-dedans, et je le scénarise pour que ça me fasse un cours. Donc je vois un truc sur la classe inversée là-dedans, je le mets de côté. Le soir, je le récupère dans mon LMS, je regarde dans quel truc, est-ce que c'est l'introduction, est-ce que c'est sur les processus, est-ce que c'est sur les contenus, et je vais le classer là-dedans, et vous avez un dispositif qui vous donne pas mal d'informations sur la classe inversée. Donc ça c'est pour moi, ça me permet ma veille en même temps, ça construit mes contenus. J'utilise beaucoup Scoopit. Alors ça a changé parce qu'au départ on pouvait ouvrir plusieurs canaux gratuitement, etc., etc. Maintenant gratuitement on n'a droit qu'à un canal, mais c'est un outil d'agrégation qui permet de valider pas mal d'informations. Et le matin quand vous vous connectez, j'aime bien parce que ça vous donne tout un tas de choses par rapport aux tags que vous avez sélectionnés. En dehors des réseaux sociaux classiques qu'on utilise, je vais parler par exemple en dehors de Twitter. Un autre outil que j'aime bien, alors là il est pour moi, une fois que j'ai trouvé des choses, je dis je les mets dans les endroits, j'aime bien les mettre dans Storyfy, qui est un outil d'agrégation qui permet de raconter une histoire, et là ça va un peu plus loin que la veille, donc dans la catégorisation, de raconter une histoire par rapport à un événement, par rapport à un thème, par rapport à un sujet. Et donc très rapidement, on peut faire dans une conférence la prise de notes collaborative, venir l'enrichir avec les tweets des gens de droite à gauche, et de se faire toute une catégorisation d'histoires comme ça qu'on a vu, qu'on a vécu. Et donc ça permet de concrétiser sa veille et aussi de commencer à la scénariser, à la mettre en œuvre, à la rendre digeste pour d'autres personnes en même temps qu'on l'a fait. Alors Storyfy, je la fais souvent sur des événements. Donc une conférence, une journée, mais je la fais aussi sur des thèmes. Par exemple, on utilise des robots de téléprésence à l'université et j'ai un Storyfy qui raconte l'évolution des usages des robots de téléprésence dans l'université de chez nous. Donc ça, c'est mes outils à moi. Une fois que j'ai trouvé des informations, c'est là où je vais les stocker, parce que voir des choses, les trouver, on peut aussi rapidement en faire quelque chose qui soit ensuite réutilisable rapidement par d'autres personnes. Dans des canaux, donc on a évoqué ça tout à l'heure, je diffuse mon Storyfy soit que à mes étudiants, soit que à mes clients, soit à tout le monde. On peut choisir un peu aussi, c'est à qui vers qui on refait ça. Et là j'ai trouvé un nouvel outil dont personne ne parle encore, mais qui est fait par des petits Français, qui reprend un peu comme un que j'aimais bien avant, mais ils ont changé, c'était Pearl Tree, où on pouvait agréger ce qu'on trouvait sous forme d'arbres de perles, c'était poétique, et puis comme Flash est de moins en moins utilisé par les navigateurs, ils ont laissé tomber, ils ont repris un truc à plat et depuis j'ai un peu lâché l'affaire. Et là j'ai trouvé ce nouvel outil Stample qui permet de faire de l'agrégation de la veille. Dès qu'on voit un truc, on clique sur un petit, ça met des petites choses dans votre navigateur et ça permet de faire de l'agrégation, de la curation de contenu par rapport à des tags. Et ça va un peu plus loin que Digo, donc c'est assez facile, on peut se faire des bibliothèques, on peut se partager. Donc j'ai démarré ça là, il y a 2 jours, donc j'ai trouvé ça rigolo, pas mal fait, j'ai pas encore beaucoup de recul, mais bon, comme quoi les outils eux aussi avancent. Et donc à la question de Stéphane, est-ce qu'on fait une veille individuelle ou une veille collective, est-ce qu'on est la chouette sur la branche et on regarde tout ça de loin ou on s'implique, c'était ça la métaphore. Il y a des endroits concrets, physiques,
où on avance mieux, on fait mieux. Par exemple, on est en train de mettre en place dans les universités des nouveaux lieux d'apprentissage, des learning labs, living labs, des choses comme ça, des nouveaux espaces liés au numérique. Comment ça se passe? C'est quelque chose de nouveau, on ne sait pas trop, on n'a pas trop de recul d'expérience, on n'a pas trop de gens qui sont là-dessus. Et donc on s'est monté un réseau, on se fait des réunions entre nous. Le réseau est parti sur Twitter ou un peu aussi sur Lyon parce qu'on est deux, trois gambergés autour de ça, avec Jean-Pierre à l'école centrale, avec Jean Pouly à Saint-Étienne, qui ont commencé à mettre les premiers Learning Labs dans le coin, et derrière nous on a enchaîné. Et donc physiquement, il existe un espace web. On peut y arriver par Twitter, on peut aller directement là-dedans, et puis on se rencontre entre nous, on fait des expérimentations, qu'est-ce qui marche bien comme pédagogie active, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce matériel, quels sont les nouveaux outils. Donc, il y a des espaces thématiques, on a parlé d'Udovia, mais là c'est le Learning Lab, autour de la réflexion, comment utiliser le numérique dans des nouveaux espaces d'apprentissage. Donc ça, c'est pas une association, c'est un regroupement informel, c'est autour d'un blog, de compte Twitter, de choses comme ça. En communauté de veille très active, moi je participe, on a beaucoup d'usages dans le monde du sport autour des solutions qu'on propose à l'université. C'est venu parce que chez nous en université on a des STAPS, donc formation d'université dans le domaine du sport. Il y en a beaucoup qui partent en entreprise, qui montent leur petite boîte, où il y a beaucoup de gens qui rejoignent les fédérations, les associations de sport, les clubs de sport pro, l'OL, l'Asvel, le basket, le rugby, le loup, etc., etc. Et ils ont des besoins énormes eux aussi en formation parce que les métiers du sport, ça s'apprend. Et donc beaucoup d'échanges de veille autour des usages et autour du numérique. Et donc on a monté une communauté sur Facebook qui réunit des grosses fédérations. Hein. Il y a le foot, il y a le rugby, il y a la voile, il y a le karaté, enfin il y en a 20 ou 30, je ne sais plus. Là par exemple samedi, demain, je fais une conférence pour le tennis de table. C'est des mordus de e-learning en tennis de table. Et donc c'est des DTN, c'est des formations, c'est des gestionnaires de clubs, c'est des arbitres, il y a énormément de formations dans ces choses-là. Et donc il y a une communauté de pratique qui échange sur, ils ont des besoins un peu communs. Même si les contenus au final changent, mais ils ont des besoins communs. Comment on forme les présidents de clubs, qui sont souvent des amateurs perdus au fin fond dans leur métier ou dans la campagne. Comment on forme les arbitres, comment on forme tout ça en ligne pour gagner du temps et de l'argent, et de la qualité aussi. Et quelles sont les astuces qui marchent bien, quels sont les cours qu'on a mis en place. Et donc, il y a des démarches autour de l'outil, des démarches autour du juridique, des choses comme ça. Et donc, il y a une communauté sur Facebook qui est très active, mais il y a aussi le besoin de se rencontrer et de discuter. Alors, avec les sportifs, c'est un peu sport. Hein. La dernière fois, on a fait ça au Sable d'Olonne, à l'école de surf des Sables d'Olonne. On a commencé un barcamp à minuit et demi, il a fini à 5h30 du matin, pour vous donner un peu. C'est des fous. Hein. Et on a recommencé le matin un footing à 8h. Donc, vous voyez dans quel état on était. Voilà. C'est des épreuves sportives de haut niveau, mais c'est une communauté active. Et là, on est dans j'ai des besoins individuels, mais j'ai besoin des besoins communautaires. Et un peu comme vous faites à la FEN, enfin je ne sais pas si vous faites des barcamps jusqu'à 5h30 du matin, mais le besoin de se retrouver, de discuter, d'échanger, de partager autour d'une thématique. Et donc ça, vous en avez pas mal, ça on a fait sur plusieurs années avec le sport. Et sur Internet, il y en a pas mal. Il y a le REFER, le rendez-vous des écoles francophones. Alors là, c'est pour les collèges et lycées plutôt. Vous avez des réseaux comme eTwinning. Là, c'est un projet européen de jumelage de classes. Mais au niveau de la formation continue, moi, je trouve qu'il y a des choses intéressantes chez les gens du FOD, chez vous à la FEN, chez des gens de Centre Info qui ont des newsletters qu'on peut suivre, s'abonner. C'est des outils un peu classiques, mais qui existent aussi. Des Twitter qui sont pas mal faits, des blogs qui sont pas mal faits, où on trouve beaucoup d'informations. Et pour revenir un peu aussi sur ce que tu disais tout à l'heure, ces lieux physiques où on peut faire de la veille. Je ne sais pas si vous avez déjà participé à des barcamps, à des explore camps, à des soirées Péchakucha. Ça te parle ça, le Péchakucha? Vous allez sur pechakucha.org, vous allez avoir des centaines de soirées, même en France, il y en a quand même pas mal. Pechakucha, c'est un format de présentation, c'est 20 slides, et chaque slide dure 20 secondes. Et il faut que ta rhétorique visuelle soit en accord avec ta rhétorique orale pour avoir un message percutant.
Pour la petite histoire, ça vient du monde du design japonais. C'est pour présenter leurs idées, leurs concepts, aussi bien graphiquement qu'oralement à un public. Et donc en 6 minutes 40, clac, 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 tes slides défilent et il faut que tu donnes une idée. On fait passer, c'est un petit pitch à la mode japonaise. Vous avez le pendant américain, c'est Ignite Session, qui est juste en dessous. Vous avez les webinaires, comme ce qu'on est en train de faire en ce moment aussi, qui sont d'un format encore plus riche. Le social learning, les Fab Labs, des Living Labs, où on trouve beaucoup d'informations. Et dans l'année, on a quelques moments qui sont souvent tweetés où les gens se retrouvent autour de congrès, de forums, de gens un peu innovants. Par exemple, si vous vous intéressez à la réalité augmentée, il y a eu mois de mars à Laval Virtual, le salon de la réalité augmentée. En France, c'est un des plus, enfin même dans le monde, un des plus grands salons sur la réalité augmentée. Et vous allez 2 heures là-dessus, enfin 2 heures. Vous allez une journée à Laval pour être au courant, c'est quoi la réalité augmentée, vous faites le plein pour 2-3 ans là. Vous avez plein d'idées, plein de contacts, plein de choses à suivre. Donc voilà. Et pour les liens à suivre, je vous ai donné encore plein d'outils autour de ça sur des SlideShare. Alors, tout le cursus, j'en ai pas trop parlé parce que c'est peut-être plus dans la formation initiale que dans l'enseignement supérieur. Pour la formation continue, mais il y a énormément de choses aussi intéressantes à aller voir et à gratter autour de tout ça. Voilà, j'étais trop long, j'ai fait 3 quarts d'heure de discussion, donc de présentation. Donc là, l'idée maintenant, c'est d'ouvrir le débat, c'est ça? Exactement. Et dans les questions qui sont venues, Oui. il y en avait une qui est un peu plus précise, c'est combien de temps combien de temps ça prend pour faire de la veille? Alors, tu y as répondu tout à l'heure, mais pour quelqu'un qui démarre, qui fonctionne, il se donne un quart d'heure, une demi-heure par jour, 10 minutes. C'est une bonne question. Combien de temps par jour? Il faut la construire. Au départ, c'est ça qui est long à mettre en place. C'est justement comme le pêcheur, aller mettre mes filets à droite à gauche. Et ben, il y a des journées où on va pas ramener d'informations, il va rien se passer. Et donc ça, c'est pas très bon, quoi. Euh, et donc au démarrage, je prends toujours l'analogie quand on va dans une bibliothèque. La première fois qu'on est rentré dans une grande bibliothèque universitaire, on a mis du temps, on a mis 1 heure à trouver le bon papier parce qu'on allait chercher, fureter à droite à gauche, ça servait à rien. Après, on allait voir la petite dame, elle a dit bah, allez prendre dans les fiches. On allait voir les fiches, on ne comprenait pas, on a demandé au voisin comment on trouvait la fiche, il nous a mis au bouquin, etc., etc. Donc là, il y a un tâtonnement à mettre en place, et donc après, ça dépend du temps que vous avez à disposition pour mettre en place ce tâtonnement-là. Déjà, si vous mettez en œuvre tout ce que je viens de vous dire, tout ce que je viens de faire, ça va vous prendre, si vous allez voir tous les liens et trucs comme ça, il y en a bien pour 2-3 jours déjà, donc un truc un peu massif. Et après, ça dépend du temps, ça peut être 1 heure pour tous les matins, ça peut être un quart d'heure si vous n'avez pas de disposition, ça peut être un quart d'heure tous les jours avec un petit truc comme ça. En moyenne, moi je suis en dessous d'1 heure par jour parce qu'il y a des jours où j'ai pas le temps, mais c'est une demi-heure, 3 quarts d'heure. Et après, c'est vrai que comme on en fait de façon informelle, j'arrive pas à qualifier le temps, à quantifier le temps que toi tu fais quelque chose, oh, ça c'est bien, paf, je le mets dans mon Storyfy, tu vois, je demande. Donc j'ai prévu mes containers, mon flux tombe, hop, 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 et du coup ça me prend pas beaucoup de temps, mais ça m'en prend quand même, mais celui-là je l'ai pas quantifié. Je sais pas si j'ai Non, répondu mais à la c'est question. exactement ça. C'est-à-dire, en fait, une des critiques qui revient souvent dans les entreprises, c'est qu'en fait, c'est informel. Donc, ils font ça en plus de leur travail et ils se disent, si ça prend trop de boulot, c'est quasiment un métier à part entière. Et beaucoup s'interrogent en disant, comment j'arrive à articuler vu que je suis déjà overbooké dans ce que je fais. Est-ce que je suis obligé de le faire ou est-ce que j'attends qu'on m'oblige à le faire? C'est souvent un des freins au démarrage. Ouais. Un des deuxièmes, c'est le fait de dire, dans tous les outils que tu as donnés, qui sont tous extraordinaires, alors, il y a plein que je connais pas, donc alors je fais l'hypothèse, mais ça veut dire que si on doit démarrer, on démarre par quoi? À 2-3 outils pour se faire la main pour des gens qui sont pas très à l'aise. Les médias sociaux, donc SlideShare, c'est une source d'information qui est énorme. Alors, en allant voir machin il écoute machin, machin il est abonné à celui-là, donc je vais suivre. Sur SlideShare, par rapport aux mots-clés que vous allez trouver, par rapport aux gens que vous connaissez, ça peut être une bonne entrée. Il y a une source qui est trop négligée à mon avis dans le domaine de la formation, c'est YouTube. Alors dans l'entreprise, il y a
par exemple, allez voir la chaîne de l'AFPA sur les métiers. Ils ont fait des fiches métiers, des petites vidéos sur les fiches métiers. Il y a 200, 300, 400 vidéos de métiers. C'est super intéressant pour c'est quoi un métier de demain, c'est quoi les métiers d'aujourd'hui. Euh, et pareil avec les abonnements, se créer un espace, même sur YouTube, hein, j'en ai pas parlé, mais vous pouvez voyez une vidéo qui vous intéresse, si vous avez un compte sur YouTube, la mettre en favori, vous faire vos propres playlists publiques ou privées. Donc des vidéos qui c'est pas vous qui les avez faites, mais vous les agrégez dans votre YouTube, vous pouvez publier et rediffuser dans l'entreprise. Euh, Moi, l'outil en ce moment où il y a le plus d'informations, avant c'était sur Facebook, aujourd'hui pour moi c'est sur Twitter. Donc s'il y a un truc à commencer, ça serait, si je démarre de zéro, reprendre les 4, 5, 6, 8, 9, 10 tweetos que j'ai donné, compte à suivre, et puis suivre le Tweetmook, passer une petite heure dans le Tweetmook avec Stéphanie et puis ses tuteurs, voir comment je démarre. Je commencerai par ça, et ensuite, au fur et à mesure, je mettrai de plus en plus de filets, j'utiliserai de plus en plus d'outils. Mais aussi, l'idée, c'est pas faire de la veille pour faire de la veille, c'est concrétiser cette veille, hein, par des choses. Hein, je vous ai parlé de Storyfy, je vous ai parlé de Scoopit, je vous ai parlé de site web. J'ai trouvé quelque chose, ou d'Igo, de site de partage de bookmark. Je la mets dans un coin et je l'utilise déjà pour moi, mais je la propose à d'autres d'utiliser. Ils vont la valider, ils vont dire bah tiens, t'as oublié ça, je vais la compléter, etc., etc. Et un autre truc que j'ai pas dit, alors je sais pas si ça peut marcher dans mon entreprise, mais pour moi ça marche super bien, c'est la faire faire par les étudiants, faire ma veille par les étudiants. Donc, par exemple, je fais un cours de culture numérique, j'apporte des thèmes et je demande aux étudiants d'aller chercher des informations. Je pose une question et je leur dis, vous avez une semaine pour aller chercher, répondre à cette question. Alors, je sais pas, la dernière que j'ai posée, c'était, ah ouais, c'était sur. Alors, la dernière que j'ai posée, c'est dans le cours dit sur l'innovation et pourquoi Kodak s'est cassé la figure, alors que c'était une entreprise innovante. Et ils sont allés chercher tout un tas de liens que moi j'avais déjà vu, mais j'avais pas réussi à retrouver dans ma bulle à moi, malgré mon bazar. Et ben, ce sont des étudiants qui ont trouvé des vidéos de témoignages de cadres qui expliquaient comment ça se passait des réunions, etc., etc. En fouillant sur Internet, ils ont trouvé des choses que je savais que ça existait, mais je n'avais pas retrouvé. Et donc, moi, j'ai 150 étudiants. Donc, quand je lance 150 étudiants dans la nature, ça ramène du bruit, hein. Mais il y a aussi un Ouais, bon il faut signal. adopter des étudiants, quoi. Non, non, mais ça peut être une stratégie de veille Bien collaborative sûr. dans l'entreprise. On se donne un thème et puis on se donne une semaine pour aller chercher des informations. Et c'est incroyable tout ce qu'on peut ramener, quoi. Mm. Donc, pour commencer, des outils comme Twitter, SlideShare, YouTube, et des outils pour récupérer un peu cette information, pour la stocker. Voilà. Mais ça peut être un PowerPoint dans lequel on stocke. Ouais. Quelle différence tu fais entre la veille et la curation? Parce que c'est souvent des choses où les gens s'interrogent en termes de définition. Ah oui, c'est normal qu'on s'interroge parce que la curation, c'est le résultat d'une veille, mais ça peut servir de veille à d'autres personnes. Ça veut dire. C'est-à-dire, moi, je trouve des choses, je vais faire une curation, je vais agréger ce contenu dans un endroit. Scoopit, Facebook, des choses comme ça. Donc, pour moi, il y a eu un processus de qualification. Et donc, c'est le processus de qualification et de mise à disposition, c'est la curation. Et d'autres personnes vont aller servir de ce que j'ai mis à cet endroit-là, de ma curation, pour faire leur veille à eux. Et donc, normalement, ça doit boucler comme ça. Mm. C'est pour ça qu'on confond les deux, parce que je fais de la veille sur de la chose, des contenus de curation qui ont été qualifiés. Et ça, c'est aussi intéressant, hein, dans les blogs que je vous ai donnés, Outitis, dans les blogs qui sont en lien, dans les mind maps qu'on a évoqués, on a aperçu tout à l'heure, ou dans les documents SlideShare que je vous ai donnés. Il y a des outils de curation, des contenus qui sont comme ça, qui sont super intéressants. On a évoqué le FOD qui fait pas mal de curation. Vous en faites, je ne sais pas où vous le mettez d'ailleurs. Je Mm. sais pas, sur ton site web, à partir du site web, etc., etc. Mm. Tout à fait. Et on va. Alors, l'avantage de la FEN, c'est que on met en place nos outils. Donc, il y a une partie modeste pour l'instant parce que on veut profiter d'un événement pour lancer ça. Et puis, on capitalise beaucoup sur un intranet pour avoir des espaces où on puisse discuter, parce qu'en fait, c'est une fonction corporate. Donc, la notion d'ouverture, de secret d'entreprise, c'est des choses que chacun garde de par vers soi. Et puis après, l'idée, c'est d'évangéliser pour ceux qui le désirent, ceux qui ont besoin de visibilité, pour se dire, il y a des sujets que je suis prêt à porter, ou je suis prêt, avec mon expérience ou sans mon expérience, à titre personnel ou professionnel, et on les accompagne là-dessus.
Et ce qui est important aussi avec les outils de validation, c'est que vous avez une traçabilité de la veille. Ça, j'en ai pas parlé, mais c'est aussi bien dans le monde universitaire, scientifique, même pour tout le monde. C'est-à-dire que quand moi je mets quelque chose dans mon Scoopit, on sait que c'est moi qui l'ai mis. Et donc, et on sait qui est l'auteur. Donc, j'ai trouvé tel tweet, telle information, tel billet de blog, telle vidéo, tel slideshare, paf, je le qualifie à tel endroit. Donc, on sait à qui j'ai piqué l'information, je vais chercher l'information et on sait que c'est moi qui ai qualifié l'information. Et donc, ce suivi-là, cette traçabilité-là est super aussi important parce qu'il y a une vraie valeur ajoutée. Vous allez écouter Stéphane parce qu'il va vous donner des informations dans tel et tel domaine. Vous allez m'écouter moi parce que je vais donner des informations dans tel et tel domaine. Et le jour où vous avez besoin d'une information, vous allez suivre, reprendre les veilleurs dans tel et tel domaine et aller chercher l'information dans tel et tel domaine par rapport aux gens. Hein, c'est ce que je disais, le lien social nous fait sortir des bulles et ça c'est super important aussi. Il n'y a pas que Google, c'est un outil de recherche super puissant, on y trouve énormément d'informations, mais c'est pas le seul. Hein, les alertes Google et tout ça, c'est pas le seul. Est-ce que la veille peut être un outil pour déployer sa propre réputation, professionnelle ou personnelle, hein? Tout à fait. Je vais vous donner un exemple qui est arrivé ici à l'université avec un de mes étudiants. Un jour, je me baladais sur Facebook et je tombe sur une page microbiologie avec à l'époque 8 à 9 000 abonnés. C'était il y a 4-5 ans. Je dis, oh nom de Dieu, une page francophone, française, avec autant d'abonnés. Je regarde l'auteur, je regarde ce qui est dans sa fiche à lui, on remonte, clac, 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 et je vois que c'est un étudiant. Ah merde. Donc, puis je vois qu'il est sur le campus, j'envoie un mail, il dit je suis Monsieur Battier, je veux te voir à la cafétéria à 15h. Paf. Merde, convoqué au café. Il arrive, il dit qu'est-ce que j'ai fait? Je dis c'est un rapport à ton Facebook. Il dit ben oui. Je dis, tu me racontes comment tu es arrivé à avoir 8 ou 9 000 abonnés sur ta page. Donc c'était autour, si vous allez sur Facebook, facebook.com/microbiologie. Et j'ai la curation de contenu, une veille mais énorme sur tout ce qui est microbiologie. Je dis mais pourquoi tu fais ça? Comment tu es arrivé à faire ça? On me dit c'est parti d'un constat, c'est que le jour où j'ai passé ma soutenance de DUT, donc Bac plus 2 à l'IUT, sur la microbiologie, j'ai fait mon mémoire, j'ai soutenu devant un jury, et puis le prof, il a pris mon mémoire, il l'a mis dans un placard. Et tu vois, il dit, merde, j'ai pas travaillé 3 mois pour faire un mémoire pour que ça finisse dans un placard. Donc un peu vexé du truc. Alors vous voyez, on est dans les processus génération Y, nouvelle façon de penser. Un peu vexé du truc, je suis rentré à la maison, la première chose que j'ai fait, j'ai publié mon PDF sur Facebook et j'ai ouvert cette page. Et pendant quelques semaines, il ne s'est rien passé. Et du jour au lendemain, il a pris 2000 fans. 2000 abonnés se sont inscrits à sa page en disant, il y a quelque chose d'intéressant. Et là, ce que je fais, ça peut intéresser. Et il s'est mis à publier, il cherchait des informations sur la microbiologie et le publier là-dedans. Et aujourd'hui, il a plus de 80 000 fans sur sa page. Aujourd'hui, il a plus de 80 000 fans. Et donc, on est parti sur Facebook. Hein. Ouais, sur Facebook. Hein, microbiologie, facebook.com/microbiologie. Damien Steiner, il s'appelle. Et donc, on est parti d'un constat, j'ai fait un travail, je veux le diffuser. Ça intéresse les gens, donc je vais continuer à diffuser. Et puis moi, je suis passionné par la microbiologie. Il y en a. Hein. Et donc, je vais continuer à diffuser le truc. Et le fait d'être de plus en plus connu me motive, enfin d'être de plus en plus utilisé, parce qu'il n'est pas payé pour faire ça, me motive à diffuser énormément d'informations dans ce domaine-là. Et si tu suis un peu son histoire, maintenant il est invité pour faire des conférences sur la curation. Il est invité pour faire des conférences sur la microbiologie, etc. Donc là, on est typiquement dans le cas où sa veille l'a aidé à le faire connaître. On a même au-delà de 90 000 personnes abonnées à un flux, il n'y a pas beaucoup de gens, ça n'arrive pas beaucoup. Quoi. Donc ça permet aussi, alors après ça c'est plus les réseaux sociaux, d'être identifié, d'être connu, de faire venir les gens, de venir discuter avec vous et des choses comme ça, effectivement. Ouais. Et d'ailleurs, moi avec mes étudiants, c'est pour ça que je les mets là-dessus, sur de la veille, c'est en dehors de l'université en disant, souvent ils disent, quand on va chercher du boulot, on n'a pas d'expérience professionnelle. Et justement, si on rentre dans une démarche de veille, ils publient cette veille, ils ont des choses à montrer, ils ont un savoir-faire, et ils peuvent c'est une compétence qu'ils peuvent mettre en avant et attirer des gens. Donc on les fait aussi bosser là-dessus.
Exactement, d'autant plus que même en entreprise, quand on est sur un secteur avec un périmètre déterminé, s'il y a un domaine qui nous plaît, sur lequel on veut être identifié, il suffit de capitaliser, de mettre sa couleur, même dans sa façon d'agréger ou de choisir, comme Ouais. tu disais très justement, bah, ça donne un angle. Et au bout d'un moment, on est reconnu, alors qu'on est en activité sur une autre activité que celle qu'on déploie. Et au bout d'un moment, tout naturellement, on peut construire son propre employabilité. Donc c'est exactement la même démarche là-dessus. Alors peut-être, puisqu'on arrive à la fin, avant de conclure, quel rapport on peut avoir entre l'intelligence collective et la veille et la curation, cette façon de travailler l'échange de données? Est-ce qu'il y a des passerelles intéressantes? Alors déjà, si vous faites pour utiliser l'intelligence collective, il faut participer. Si très vite, la personne qui vient chercher l'information, sucer l'information, piquer l'information sans elle-même co-construire, elle va être rapidement identifiée, blacklistée. C'est-à-dire, bah, dans les réseaux sociaux, on vous bloque sur Twitter, on vous diffuse plus d'informations, un truc comme ça. C'est un peu le gars quand vous approchez du cocktail, tout le monde s'enfuit. Là, il y a sur les réseaux sociaux, c'est exactement la même chose parce que c'est un peu le casse-couille des services. Le mec qui vient piquer, il apporte pas. Ça se voit tout de suite. Donc c'est pas bon ça. C'est pas la bonne démarche, c'est pas la bonne stratégie. Ça veut pas Sachant dire que l'écrasante majorité participe assez peu. tout à fait. Mais euh, Ça- après, oui et non. Si tu prends sur Internet, on est à 0,1% de gens qui créent des contenus et des choses comme ça, dispose quelques pourcents qui commentent Non. et puis bon, bah, 5% qui regardent. Quand tu es sur des dispositifs un peu plus actifs, alors après un peu plus filtrés, parce qu'entre veilleurs, c'est pas le grand public, tu es justement dans ces 2-3% d'actifs. Et donc on n'est pas sur tout le monde normalement. Hein. Ceux qui sont là-dedans, on rentre dans cette démarche-là. Mais tu peux monter beaucoup plus fort. Moi, avec mes étudiants, alors ils sont un peu obligés, ils sont un peu notés, mais tu arrives à 30-40% de gens qui sont vraiment énervés, qui font énormément de choses hein, sur des gros volumes. Hein. Moi, c'est 300, enfin gros volume, c'est 300 étudiants par semestre sur mes cours. Et puis, tu en as la moitié qui bossent. Déjà, ça te ramène, mais voilà. Mais tout le monde n'est pas actif, mais justement, si on fait de la veille, si on devient actif. Et donc, il y a une nécessité de montrer ce qu'on fait, pas tout, mais pour pouvoir participer et se faire connaître. Voilà. Tip top. C'est donnant-donnant. Et vous allez le voir aussi, quand tu dis qu'il n'y a pas beaucoup d'actifs, c'est vrai aussi. Il faut dépasser un certain seuil de gens qu'on écoute sur Twitter pour qu'on ait un rapport signal sur bruit intéressant. Parce que même à partir des gens que je vous ai donnés, vous allez en rajouter d'autres, vous avez beaucoup de bruit sur votre Twitter. Et à réussir à qualifier le signal, c'est-à-dire ce qui nous intéresse nous, c'est une petite démarche qui prend du temps. Mais elle s'améliore en fonction de si vous êtes pertinent. Et donc, à bien filtrer des canaux d'information sur lesquels vous allez vous informer, vous branchez. Eh bien, Christophe, merci beaucoup. Alors, c'était passionnant comme chaque fois d'ailleurs, parce qu'en fait, tu as le don de savoir donner l'envie. Ah, Après, il y a tout le monde qui se dit comment est-ce que je vais aborder ça, comment est-ce que je mets en œuvre. Logiquement, ben, il faut un allumeur pour pouvoir allumer le moteur. Donc une bougie, donc tu es notre bougie. Donc on va voir un peu la suite qu'on va donner. En tout cas, il y a plein de possibilités puisque à la fin, pour tous les auditeurs, on a des ateliers. Donc s'il y a envie de co-construire des choses autour de la veille, ben, n'hésitez pas à nous solliciter. Aujourd'hui, on n'en a pas parce qu'on n'a qu'une dizaine d'ateliers. Mais dans ces cas-là, écrivez-nous à afen@afen.fr pour l'instant, sinon sur les réseaux sociaux, de façon à prendre position dessus. Et puis après, on co-construit collaborativement, comme on dit aujourd'hui, tous ensemble en fait. En tout cas, voilà. merci beaucoup d'avoir apporté cette pierre, parce que c'est très important d'avoir à un certain moment des gens qui posent une carte. Ça permet à chacun de tracer sa route et de trouver son chemin. Donc merci beaucoup Christophe encore une fois. À très bientôt et merci à tous. Au revoir. Au revoir.